disais, je vais exprimer une émotion. La première, c'est que je suis très contente d'être là. Voilà. Et puis la deuxième, c'est qu'il fait très froid. Bonjour à tous. Donc, nous, on va vous présenter la stratégie et un petit peu ce qui se passe au niveau de la région Occitanie. Tu veux que je parle là? Voilà. Voilà. Donc, je suis avec Cécile et on va donc prendre la parole chacune notre tour. Hein. Donc, Madame Choma vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, cette fameuse stratégie de la multisectorielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, avec une instruction interministérielle qui a été donc publiée en 2022 pour coordonner et amplifier les dynamiques sectorielles et donc du coup ce que disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, de vraiment coordonner ces dynamiques sectorielles. Un objectif générationnel donc sur 15 ans, ce qui est quand même assez inédit, que la génération donc 2037 soit la première à grandir dans un environnement continu de développement des CPS. Bon, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Il y a bien sûr une ambition très forte et c'est très ambitieux, comme disent beaucoup de professionnels, de développer ce CPS des enfants et des jeunes. Et je le redis, sur tout le territoire, dans tous les milieux de vie, tout au long de la vie. Donc ça, c'est important puisqu'il ne faut pas se focaliser que sur l'éducation nationale, même si c'est un pilotage au niveau national, ARS, enfin, le ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale, au niveau régional aussi, piloté ARS, Éducation nationale, on est quand même vraiment sur agir tôt et tout au long de la vie dans tous les milieux. Donc ça, je pense que c'est très important pour aussi arrêter de penser toujours éducation nationale, éducation nationale. Et puis un changement d'échelle important grâce à la formation de tous les professionnels qui sont en lien avec ces enfants. Et on n'oublie pas non plus les parents, bien sûr. Alors, donc, dans cette instruction, 10 secteurs impliqués, donc ça aussi, c'est quand même très, très, c'est unique, quoi. C'est la première fois et c'est unique. Donc, la santé, santé et prévention, l'éducation nationale, l'enseignement agricole, l'éducation populaire et vie associative, l'enseignement supérieur, formation professionnelle, donc la PJJ, la cohésion sociale, le sport et également le ministère de la Culture. Il était prévu 5 feuilles de route sectorielles quinquennales. Elles sont toutes sorties, sauf celle de l'éducation nationale, mais je pense qu'il y a un petit souci, un petit peu de stabilité au niveau gouvernement qui fait qu'on est en retard. Mais bon, ça va venir. Ça ne nous a pas empêché d'avancer au niveau de l'Occitanie. Et puis, on vous a mis le logo commun aux acteurs de la stratégie qui a été mis en place au niveau national. Juste un logo qui n'est utilisable que par les secteurs impliqués, signataires de l'instruction. Donc, on ne peut pas mettre le logo sur tous nos documents si on veut parler des CPS. Donc, les axes de cette stratégie. La première, donc, c'est déjà le prérequis, c'était le niveau national et le niveau régional. L'axe numéro 1, c'est de confier au territoire l'animation et la coordination du déploiement des programmes de développement CPS. Donc, c'est-à-dire que mise en place de comités territoriaux au niveau départemental avec l'appui de, bien sûr, la coordination régionale. Dans ces mises en place de ces cotères qui, en Occitanie, sont pas tout à fait encore mis en place, même si certains ont parlé de cotères au niveau que ce soit du 31, au niveau aussi de l'Hérault, mais bon, on n'est pas tout à fait dans des vrais, je veux dire entre guillemets, des vrais cotères. Mais bon, ça avance. L'axe 2, c'est d'accompagner les professionnels, bien sûr, intervenant auprès des enfants, des jeunes et et des familles, en proposant d'acquérir des outils et des capacités qui permettent de développer ces CPS chez les parents, chez les enfants et chez les jeunes. Donc, formation des professionnels au niveau initial qui est mis en place au niveau national dans tous les secteurs, et puis des formations continues. Et là, le déploiement de l'expertise en région, je vais laisser Cécile en parler. Oui, on vous a remis, alors je ne sais pas si c'est très lisible de partout, c'est bon. Donc, le déploiement de l'expertise tel qu'il a été prévu par la Direction générale de la santé au départ, c'est-à-dire d'abord la constitution d'un pool national de formateurs. Donc, ce pool national formé par Santé publique France
dans toutes les régions, hein, il y a des représentants, donc des formateurs déjà et qui ont une expérience sur les CPS qui participent à ces séminaires de Santé publique France. Le second aura lieu en décembre et en février. Donc, pour avoir formé toute une équipe nationale de formateurs. En Occitanie, nous sommes 7. Donc, 3 de promotion santé Occitanie, un professionnel du CODES, donc de nos collègues du CODES du Gard et un professionnel du CODES de l'Hérault. Nous avons dans le pool national un professionnel du planning familial de l'Hérault et un professionnel de l'association Léo Lagrange. Voilà, donc nous formons, parce que je fais partie aussi de ces formateurs, avec 2 de mes collègues ici présentes. On a comme mission d'accompagner les professionnels sur les territoires, donc sur le territoire de l'Occitanie, avec voilà, toute une animation de ce pool de formateurs. Et vous voyez que sur le schéma, il y a 2 modalités de formation. Il y a les modalités sectorielles, c'est-à-dire que chaque secteur impliqué dans la stratégie doit déployer dans son secteur et donc former des formateurs de son secteur. Et puis, il y a une stratégie intersectorielle que nous accompagnons avec un appui à l'ARS qui va permettre de d'abord former des formateurs, ce qu'on appelle des formateurs régionaux. Et donc, on va vous expliquer un peu comment ça va se passer parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de cette formation de formateurs régionaux. Dans la feuille de route régionale, mais peut-être que Magali vous en reparlera, on a prévu la mise en place de sessions de formateurs, de formation de formateurs régionaux en 2026. Et puis voilà, à déployer en 2027, etc. Alors, juste pour vous montrer donc, ce niveau de formation intersectorielle, on a défini 3 niveaux parce que promotion santé Occitanie et les collègues des CODES, on accompagne déjà beaucoup les professionnels sur de la formation sur le développement des compétences psychosociales. Peut-être que vous avez déjà participé aux formations du DRAPS Occitanie. D'ailleurs, les formations sont passées dans un souci d'amélioration des compétences de 2 jours à 3 jours. Donc, ils vont définir ce niveau 1 qu'on a défini ensemble, mais aussi avec les collègues des autres promotions santé, puisque au niveau de la fédération, il y a un travail aussi avec tous les membres du réseau sur le déploiement des formations en région. Donc, le niveau 1, ce serait acquérir les bases sur les compétences psychosociales. C'est un peu les fondamentaux sur les CPS. Et puis ensuite, au niveau 2, on a prévu 2 modalités, soit monter en compétence sur l'animation de séances CPS auprès des enfants et des jeunes. Donc là, voilà, un module qui serait plutôt destiné aux professionnels qui sont auprès des publics et qui animent des séances CPS. Et puis, notre niveau pour les professionnels qui, à l'échelle de leur structure, souhaitent, ou de leur service, coordonner et mettre en œuvre des projets CPS. Donc là, on va être plus sur de la méthodologie de projet en matière de compétences psychosociales. Voilà, donc on a défini ces 2 niveaux qui ne s'adressent pas aux mêmes professionnels. Et puis, vous voyez ce niveau 3, devenir formateur régional CPS. Donc, ces fameuses sessions que nous allons commencer à mettre en œuvre, si tout va bien, en 2026. Voilà, avec toute la question des prérequis à chaque fois, parce que pour devenir formateur régional, voilà, il y a une exigence en matière de prérequis. Nous avons travaillé aussi avec la Fédération et Santé publique France sur voilà, tous ces prérequis nécessaires à pouvoir devenir formateur. Mais bon, voilà, ça, on est en train d'y réfléchir et de le mettre en place avec l'ARS, donc on vous en reparlera plus tard. L'idée, quand même, c'est d'avoir une expertise vraiment sur ces formateurs CPS et que tout le monde
ne deviennent pas formateurs CPS simplement parce qu'ils ont fait, ils ont regardé sur Internet. Ou voilà, on a un enjeu quand même important d'avoir cette expertise. Au niveau national, c'est très fortement porté justement parce qu'on a aussi en ce moment beaucoup de gens qui se disent formateurs CPS et qui ne le sont pas. En tous les cas, pour l'ARS, ça sera que ces formateurs-là experts qui vont mettre en place ces formateurs de formateurs. Et puis après, bon voilà, après ça va descendre et on va transférer cette expertise. Mais en tout cas, il faut déjà au départ avoir ces experts. Alors, bien sûr, la plupart des professionnels ne partent pas de zéro, hein, c'est pas ce Non. qu'on est en train de dire. C'est qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a plus de besoin d'actualiser ses connaissances au regard des derniers référentiels. Le dernier date de février 2025. Donc, effectivement, tous les professionnels qui ont été formés à Unplugged, à Prodas, à GBG, tous ces programmes probants, travaillent sur les CPS déjà, mais ont besoin d'actualiser leurs connaissances. Donc, c'est le travail, nous, d'accompagnement qu'on fait actuellement. Et vous voyez, alors vous voyez peut-être pas, non, parce que c'est vraiment petit, mais nous avons mis en place, donc, avec le soutien de l'ARS, ce qu'on a appelé une formation qui est de 4 jours, qui permet justement d'accompagner tous ces professionnels qui mettent déjà en place des interventions CPS, de gagner en qualité de leur projet au regard des critères de Santé publique France dont on va parler tout à l'heure, mais c'est de travailler à partir d'axes d'amélioration des projets CPS ou qui ne sont pas identifiés CPS au départ d'ailleurs, hein, dans l'atelier 2, donc je co-anime avec l'association Clémence Isor que nous avons accompagné, voilà, de qu'est-ce qui peut évoluer dans un projet pour être plus pro-CPS, on va dire ça de façon un peu caricaturale, mais voilà. Hein, et donc cet accompagnement, on le fait voilà, pour des professionnels, mais qui ont déjà une expérience sur l'intervention CPS. En fait, l'idée, c'est que toutes les actions, alors c'est vraiment ce qu'on a écrit dans la convention qui a été écrite, la convention cadre avec l'éducation nationale des deux rectorats. L'idée, c'est de faire monter en compétence toutes les actions qui n'étaient que du one-shot et qui étaient donc de modifier la façon, ce qu'on disait tout à l'heure, de modifier la façon dont on aborde la prévention auprès des jeunes pour partir donc de la maternelle jusqu'au lycée, en pensant bien sûr à ne pas aller qu'à l'éducation nationale et de pouvoir développer ces CPS, mais de ne pas être que sur du one-shot et juste de donner une information. L'information, elle est toujours possible, hein, c'est pas le problème, elle est utile, mais ça ne suffit pas pour changer les comportements. Et c'est là-dessus qu'on a aussi demandé à toutes nos associations qui étaient financées par l'ARS pour aller à l'éducation nationale, de monter en compétences et donc d'être accompagnées par Promotion Santé Occitanie, ou les deux CODES, côté 30 et 34. Pour donc, les 5 axes, je continue. Donc, l'axe 3, donc, c'est d'appuyer ces interventions. Ben, c'est exactement ce qu'on a dit, hein, de développement des CPS donc, sur des données probantes. Donc, soit les deux types d'interventions, la mise en œuvre d'un programme CPS probant, qui a déjà été évalué, validé, mais qu'il faut adapter aussi, maintenant on le sait, au public. Et puis, la construction d'interventions fondées sur les données probantes. Et vous avez le schéma qui explique ce que sont, en fait, ces données probantes, où elles se situent et dans les 3 cercles. Et puis, vous avez aussi Cécile qui va revenir sur ces critères de qualité qui sont très importants et qui ont été aussi réadaptés il n'y a pas très longtemps et remis sur un axe fort qui est sur la formation des professionnels. L'axe 4, c'est la mise en place au niveau national d'un système de suivi et d'évaluation, parce que c'est pas le tout, mais il faut réévaluer et voilà, évaluer aussi toute cette instruction qui va être mise en place et comment on l'évalue, sur quels indicateurs, et ça, c'est aussi très compliqué. Donc, heureusement qu'on travaille aussi, enfin, que le national travaille comme, comme le disait Christine, en intersectorialité, chacun aura son travail à faire, en fait. Comme là, il y a des référents CPS dans chacun des ministères, et bien, au niveau régional, c'est la même chose, etc. Et il y aura des remontées pour évaluer cette instruction. Et puis, l'axe 5, hein, c'est de mettre en place ce cadre institutionnel hein, pour que cette génération grandisse dans un environnement de développement continu des CPS. Donc, il y a la mise en place d'un COPIL national avec
voilà, tous les ministères cités, mais aussi avec la Les Fédération de associations. promotion santé, voilà, et d'autres partenaires, l'UNICEF par exemple, le CNFPT, la CNAM, et bon, donc beaucoup de partenaires qui sont réunis autour de cette question des compétences psychosociales, donc au sein d'un comité de pilotage national et d'un comité de suivi qui permettra aussi d'évaluer au fur et à mesure euh, la qualité du déploiement. Alors, au niveau régional, donc en Occitanie, où on en est? On a mis en place une coordination régionale euh, qui était un prérequis pour l'animation départementale, donc copilotée par l'ARS et l'Éducation nationale avec l'appui donc de Santé, Promotion Santé Occitanie. Donc depuis à peu près 2 ans, beaucoup d'entre vous sont bien au courant. On fait le plaidoyer de cette instruction. On a rencontré tous les ministères, on a rencontré, enfin tous les ministères au niveau régional, je parle. On a rencontré beaucoup d'associations, on a rencontré les CPTS, les MSP, on a rencontré les coordonnateurs de CLS, on a rencontré il y en a tellement. Les CPM, enfin, 1000 DK, enfin voilà, on a fait le plaidoyer, on a fait beaucoup de webinaires, on a fait des réunions, on a expliqué, on a la DRAF, la DRAGES, enfin voilà. Et puis, on a signé la convention avec l'Éducation nationale qui a été guidée par cette instruction, vraiment, et qui encadre maintenant les actions qui sont menées, les actions de prévention, promotion santé qui sont menées au sein de l'Éducation nationale. La difficulté qu'on peut avoir, c'est la communication jusque dans les établissements. Donc ça va se faire grâce aux comités territoriaux et ça se fera au niveau départemental. Au niveau régional, on n'a pas accès non plus à tous les chefs d'établissement. On a mobilisé les partenaires institutionnels et on a mis en place le COPIL régional, le premier COPIL régional en octobre, c'est pas très vieux, pour écrire cette feuille de route régionale qui va servir un petit peu de guide et de soutien pour les départements mener leurs actions. On a réussi à avoir, et puisqu'on est dans les CPS, nous en sommes très fiers et on se félicite d'avoir réussi à fédérer au niveau régional tous les représentants des ministères pour écrire cette feuille de route. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cette feuille de route parce qu'elle est aux mains des rectorats pour la signature. En tout cas, ça reprend un petit peu les feuilles de route, déjà les objectifs communs des autres feuilles de route de chaque ministère, et de pouvoir, au niveau de la région Occitanie, mettre des priorités et de savoir comment on va développer cette instruction au sein de l'Occitanie. Avec bien sûr l'importance de ces formations, de ces 7 formateurs experts nationaux sur l'Occitanie qui vont développer et qui vont mettre en place des formations de formateurs régionaux qui vont ensuite descendre en cascade au plus près des terrains, au plus près des territoires. Donc, comme l'a dit Cécile, donc, je le redis, 3 de promotion santé Occitanie, CODES 3034, planning familial et association Léo Lagrange, mais on a mis en place surtout un groupe de travail de ces 7 formateurs pour qu'on puisse faire des binômes de formation, de pouvoir coordonner et de pouvoir écrire un cahier des charges, mais Cécile va vous en parler. Le soutien à la mise en place des comités territoriaux, donc là, attention, le copilotage, il se fait toujours entre l'éducation nationale et l'ARS, mais on y rajoute les conseils départementaux, donc ça c'est très important aussi de pouvoir les amener à cette stratégie. Le but étant au départ de faire un diagnostic, parce que comme le disait aussi Cécile, il y a beaucoup de choses qui se fait déjà sur les territoires, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de programmes, donc déjà de faire un diagnostic. Donc ça, ce sera aussi le rôle de promotion santé Occitanie qui aidera les DDRS, entre autres, et l'éducation nationale. Et puis après, ce sera de mettre en place des plans d'action avec des priorisations, tout en continuant bien sûr les formations. Et puis, ce qu'on venait juste d'instant de vous dire, c'est qu'on accompagne et qu'on forme aussi les associations pour les améliorer dans leur projet et de changer un petit peu la vision des choses et de se dire que de travailler les CPS, ce n'est pas juste, en effet, une information, ce n'est pas juste un one-shot, ce n'est pas juste une thématique. Les CPS, c'est vraiment de travailler sur toutes les thématiques et de pouvoir travailler en intersectorialité, ça c'est primordial. Donc la feuille de route, elle est à la signature des recteurs, en espérant bien sûr que ça aille vite.
le plus vite possible. Mais bon, là-dessus, je ne peux rien y faire. Et puis, la poursuite donc, du transfert d'expertise de Santé publique France en région, hein, donc avec la formalisation pardon, d'un cahier des charges sur le déploiement de ces formations, et puis la cession des formations de formateurs. Ça, c'est pour 2026. Alors, bien sûr, on va me poser la question des moyens financiers. Donc, ça, j'anticipe. L'intérêt aussi de cette feuille de route régionale, c'est que chacun des secteurs va y mettre des moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens RH. Mais il y a des moyens financiers qui sont donnés au niveau national. Enfin, jusque-là, en 2025 et 2026, normalement, on aura des financements. Mais bon, comme vous le savez, on ne peut pas savoir de ce qui va se passer. Donc, en tout cas, normalement, ça devrait pouvoir se faire en 2026, de commencer les formations. Et puis, cette dynamique, elle peut être là sans moyens financiers. Je veux dire, l'idée d'Écoter, c'est de ne pas refaire des réunions. Il existe déjà des réunions où il y a tous les partenaires. Donc, l'idée, c'est de parler des CPS, mais de ne pas dire aux gens que ça va être du travail supplémentaire, hein, pas du tout. Je peux donner l'exemple de la PJJ où on a beaucoup travaillé avec eux. Et donc, il y a aussi, comme il y a l'école promotrice de santé, il y a PJJ promotrice de santé depuis 2013. Et donc, d'avoir travaillé les CPS avec les éducateurs, ben, au départ, ça a été de leur dire, c'est pas un travail supplémentaire. On vous demande pas de faire du soin, mais c'est prendre soin et ça, c'est ce que vous savez faire. Et en fait, on se rend bien compte dans tous les secteurs, c'est que tout le monde qui travaille auprès de ces jeunes et entre autres l'éducation nationale, ils ont des compétences, ces professionnels, et ils font déjà beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est pas de faire des choses nouvelles, de réinventer et de faire peur à tout le monde. Mais en tout cas, il y a déjà une bonne dynamique. La preuve, cette journée-là, et avec le monde qui se sont inscrits très rapidement. Donc, on sent que voilà, il y a déjà des choses. Donc, il n'y aura pas que l'argent, mais il y aura quand même des moyens financiers. Et la feuille de route régionale, on y a pensé de l'écrire noir sur blanc, de savoir comment on va faire aussi en termes euh, de dynamique financière, je vais le dire comme ça. On a une minute. C'est ça. Alors, voilà. Pour finir, quand même, juste la question de la mise en place de projets de développement des CPS. Concrètement, quelles sont les recommandations? Il y en a deux, on pourrait dire deux principales. C'est de développer des projets dans la perspective de la promotion de la santé et du bien-être. Donc, bien sûr, c'est développer les CPS de nos publics, mais aussi travailler sur l'environnement, les milieux de vie plus favorables, etc. Donc, on en a déjà parlé avec ce travail sur la posture, bien sûr. Et puis, des projets de CPS qui répondent à des critères de qualité. Donc, ces critères de qualité et d'efficacité édités par Santé publique France en 2022 puis 2025. Enfin, il y a trois grandes catégories. Donc, vous voyez, c'est ce petit tableau, mais qu'on ne va pas développer. Mais les trois grandes catégories, c'est les pratiques CPS de qualité. On a parlé des interventions structurées, intensives, de différentes natures, formelles, informelles, le travail sur la posture. L'implantation de qualité, on a parlé de l'adaptation au public, mais aussi de la formation et de l'accompagnement des professionnels. Donc, c'est le travail qu'on fait actuellement parce que former, c'est bien, mais souvent les professionnels nous disent et maintenant, comment on fait? Donc, on forme et on accompagne aussi les professionnels dans le moyen terme, on va dire. Et puis, l'environnement éducatif favorable avec l'importance du travail sur la cohérence éducative. Voilà, que peut trouver l'enfant à l'école, il le retrouve chez lui, au sport, au club de loisirs, à la cantine, etc. etc. Donc, vous voyez, ce sont des angles d'approche qui aussi permettent à tous de travailler sur les CPS, parce que si on n'intervient pas directement auprès des publics, on peut travailler sur l'environnement, on peut travailler avec les parents, on peut travailler sur l'accueil, les locaux, par exemple. Enfin, voilà, il y a pas mal de stratégies possibles. C'est ça qui est intéressant. Vas-y, et tu veux finir avec... pour conclure. Pour conclure, une politique inédite en matière de prévention et de promotion, une politique ambitieuse, mais
c'est très bien, qui concerne tous les adultes en lien avec les enfants et les jeunes. Donc, quand je dis tous les adultes, c'est aussi les parents, parce qu'on les oublie souvent dans les projets. Une actualisation des connaissances, c'est ce que disait Cécile, et puis une nécessité de changement de paradigme. Voilà, c'est vraiment l'idée, et d'où la difficulté, puisqu'on sait que beaucoup de gens sont résistants au changement, donc il faut communiquer, il faut expliquer, et puis voilà, avec un partenariat interministériel et intersectoriel qui doit se mettre en place, mais qui est déjà bien avancé. Voilà, c'était la conclusion. Merci. Pause déjeuner pas tout de suite. Avez-vous des questions? Je voulais savoir s'il y avait des... Pardon, Bérangère Dupont, je suis directrice de la Maison des droits des enfants et des jeunes à Toulouse. Je voulais savoir s'il y avait des spécificités dans notre région par rapport au national. Est-ce qu'on était plutôt bien positionné sur des aspects, moins bien positionné sur d'autres? Et est-ce qu'il y avait des spécificités dans les freins aussi, dans la mise en place de tous les programmes? Alors, on est très bien placé, on est au top. Il y a des spécificités d'expérimentation sur certaines régions, avec un secteur déterminé où je vais dire, on met le paquet et puis on voit ce qui se passe. Et ça va servir aussi pour les leviers, les freins, qu'est-ce qui fonctionne pas, sur un territoire donné en formant tous les professionnels, mais juste sur un petit territoire. Mais bon, notre spécificité, c'est d'être une grande région et avec des particularités voilà, variées, diverses, voilà, on ne fait pas la même chose partout. Donc, pour l'instant, on est bien placé, on n'est pas en retard par rapport au national. On a un groupe de travail au niveau national sur les CPS. Ça va. Franchement, ça va. Oui, moi je me demandais si on avait aussi une vue et un espoir de travail sur l'accompagnement des cadres institutionnels avec les CPS. Parce que si on prend ou l'éducation nationale ou l'aide sociale à l'enfance, des institutions comme ça qui sont majeures, et qu'on voit dans quelles conditions parfois, par exemple, les publics en situation de handicap sont accompagnés avec des AESH qui sont des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui sont quand même pas toujours très bien considérés, ou bien l'état de l'aide sociale à l'enfance qui est quand même gravissime en 2025, où quand on accueille des classes surchargées et des professeurs qui sont avec des classes surchargées, etc., comment on va pouvoir parler de développement de CPS pour les publics si les institutions elles-mêmes ne revoient pas leurs conditions d'accueil avec leur public. Puisqu'on sait que l'environnement est primordial pour pouvoir ensuite développer les CPS. Voilà, c'est une question de est-ce que ça va être aussi déployé à la base en fait des lieux d'accueil de nos enfants, si on parle pour les plus jeunes. Alors, je ne suis pas au niveau national, mais en tout cas, quand nous, on fait remonter, enfin, ça vient des territoires et quand il y a des problèmes, on fait remonter au niveau national. Et oui, bien sûr qu'on sait toutes les difficultés et qu'on ne va pas arriver comme ça en disant on va tout changer, on va arriver, on va parler des CPS et tout va aller mieux. Donc, on vous l'a dit, hein, l'environnement, il est très important de travailler sur l'environnement et sur ses propres CPS aussi. Et les adultes, encore une fois, hein, cette instruction, on parle d'une instruction pour les enfants et les jeunes, mais il faut bien travailler déjà aussi avec les parents. L'idée aussi, c'est d'arrêter de prendre les enfants comme des messagers sur la prévention et de leur donner des informations à eux pour qu'ils aillent porter la bonne parole auprès des parents. Quand on parlait des portables tout à l'heure, enfin voilà, c'est clair que et on doit travailler avec les parents. Donc, on a réfléchi aussi dans cette instruction, c'est de pouvoir travailler comment on va trouver ces parents. Parce que c'est pas l'éducation nationale qu'on va les trouver, qu'on va pouvoir travailler avec eux sur les CPS. Et toutes les bonnes intentions, les bonnes idées sont bonnes à prendre. On a pensé même à aller dans où les gens travaillent
de porter cette parole des CPS aussi dans les entreprises. Donc, vous voyez, il y a des chemins qui se font, mais oui, en effet, alors, au niveau département, le conseil départemental est là, va être là. Donc, je pense qu'on va pouvoir aussi mettre en place des choses si c'est piloté par l'éducation nationale, l'ARS et les conseils départementaux, et qui vont pouvoir aussi, eux, nous dire de quoi ils ont besoin. Et comme disait Christine, de partir aussi des besoins, hein, de pas, encore une fois, imposer des projets en disant, voilà, on a la solution, on va vous mettre une plug, Prodas, tout ça, sur un secteur où c'est pas ça qu'ils auront besoin. Donc, on va partir des besoins. L'écotaire, ça va être ça, hein. Les diagnostics et partir des besoins pour pouvoir après mettre en place, pour répondre à ces besoins. Hélène Dufaux, je dirige le 2C de Montauban, l'école de la deuxième chance, et je voulais juste témoigner du fait que, alors nous, on est porté par 2 fédés d'éducation populaire, donc on est pédagogie active plus, mais au-delà, au niveau national, les écoles de la deuxième chance appliquent un référentiel de compétences au cœur duquel les CPS sont incontournables, et c'est aussi un outil presque basique dans nos métiers pour accompagner des jeunes en difficulté, donc des 16-25 ans avec des troubles des apprentissages, des troubles tout court. Et si on n'avait pas ça, on serait bien embêté en vrai. Voilà. Mais voilà, je pense à l'éducation nationale, mais il y a 13 EC en Occitanie qui pourraient peut-être entrer dans le copil parce qu'on a des jeunes adultes. Et de fait, on a de l'expérience de terrain en EDC, on peut témoigner de ça déjà. Voilà. Mais oui, dans les comités territoriaux au niveau des départements, hein, l'idée c'est de mettre autour de la table. Je parlais du pilotage, mais après de mettre autour de la table maximum de gens pour pouvoir après prioriser aussi. Et c'est tellement grand et tellement diversifié que ça va être important de savoir quels sont les besoins de ce territoire pour y répondre. Et l'idée, c'est pas de plaquer voilà, partout pareil sur toute l'Occitanie, hein. Et la feuille de route régionale, c'est un guide, en fait, c'est un cadre, mais après, ça va se jouer au niveau des départements. Merci. Oui, une question là-bas. Oui, je voulais témoigner nous, du programme qu'on a pu développer grâce justement au soutien de la RS Occitanie et puis avec aussi l'aide de Promotion Santé Occitanie qui était Papoto, donc un programme d'accompagnement des familles pour les aider à comprendre le développement de l'enfant et à accompagner le développement de leur enfant, en particulier sur le langage, mais aussi sur les compétences psychosociales, avec en particulier tout ce qui est compréhension de leurs émotions et gestion de leurs émotions. Et en fait, c'était du coup un programme qui avait été créé à Paris par voilà, Gaëlle Garnalen-Clévy, donc à partir de données probantes, donc qui a été sélectionné ici par les professionnels du territoire, hein. Enfin, alors d'abord par un comité d'experts pour sa qualité, mais après au moment du déploiement par les professionnels du territoire. Et en fait, du coup, c'est vraiment quand on parlait tout à l'heure de difficultés à utiliser et à déployer des programmes probants, alors celui-là n'est pas encore probant, mais il est prometteur, basé sur des données probantes. Là, il a été déployé finalement très rapidement parce qu'il répondait aux besoins des territoires. Il avait été sélectionné par les professionnels du territoire et il a été travaillé en fait tout au long en fait, là, de son déploiement. Sur la région, on a eu toujours un aller-retour entre les professionnels et nous pour essayer de l'adapter au mieux aux besoins du territoire. Et en fait, finalement, ça marche bien. Quand on disait, ben oui, mais on ne peut pas mettre des programmes trop formels, mais, alors on a utilisé la méthode fonction implémentation contexte, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions clés. On demande à chaque partenaire qui déploie de respecter certaines fonctions clés, mais après, il y a une marge d'adaptation possible selon les contextes. Et du coup, on sait qu'il y a, voilà, les points clés seront respectés. Ce sont les points clés qui sont en fait probants, hein, qui montrent comme programme probant. Mais après, voilà, chacun a la liberté de l'adapter aussi un peu à son contexte dans certaines limites. Et finalement, il y a déjà plus de 300 personnes formées sur la région pour le déployer. Et quand on parlait des moyens financiers, finalement,
Alors, il y a une stratégie justement d'universalisme proportionné où on a formé d'un côté beaucoup de professionnels de PMI par exemple ou de crèches qui eux vont le déployer de façon avec leurs propres moyens habituels. Donc, ça ne demande pas de moyens supplémentaires hormis la formation initiale. Et par contre, on a des personnes qu'on forme, des animateurs qui vont, eux, aller plus cibler des populations plus vulnérables et plus difficiles à toucher avec des actions d'aller vers, en particulier dans des lieux d'hébergement, etc. Et donc, vraiment, voilà, il y a quand même besoin pour aller toucher et pour diminuer les inégalités sociales. Il y a des moyens particuliers à mettre dans certains territoires ou auprès de certaines populations. Mais sinon, c'est vrai qu'on a pu, comme vous le disiez, utiliser les moyens qui existaient déjà. Voilà. Merci pour Donc, merci ce merci à témoignage. l'ARS. On va prendre des questions en ligne, peut-être. Mhm. Du coup, nous avons une question d'une personne dans le chat qui demande comment on fait pour devenir formateur régional et quels sont les contacts à qui s'adresser. Une question pratique. Alors ça, c'est une question, beaucoup nous ont demandé comment être formateur, comment être formateur. L'idée quand même aussi, c'est si on met pour les formateurs régionaux, c'est que eux puissent ensuite aller former. Hein, on se forme pas, on n'est pas formateur régional juste pour être pour soi. Il faut ensuite, c'est ça, ça descend en cascade. L'idée aussi, c'est de pouvoir former au CPS. Alors, je pensais à la Ligue de l'enseignement qui est revenue vers moi il n'y a pas très longtemps, où ils déploient un programme probant, mais où ils veulent être formés au CPS. Donc, on va avoir vraiment des prérequis de savoir qui peut être formé, de savoir déjà des connaissances. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler le cahier des charges pour savoir comment on va cadrer un petit peu les choses. Concrètement, en fait, on va recevoir des candidatures qui vont être lues au regard des prérequis qui ont été définis. Et puis l'ARS voilà, va valider aussi ces candidatures. Et il va y avoir voilà, tout un tas de prérequis sur le fait d'être déjà formateur ou avoir animé des programmes CPS. Enfin bon, on en reparlera le moment venu, mais enfin, vous allez candidater. Voilà, ce sera une candidature. Et l'idée quand même, c'est d'avoir déjà une appétence, hein, enfin, de pouvoir former après. Hein, c'est Oui, pas. il y a un engagement aussi. Hein. D'ailleurs, il y a une charte d'engagement des formateurs qui sera signée, c'est-à-dire qu'on s'engage aussi à déployer, parce que l'enjeu, c'est le transfert d'expertise. Ben oui. Voilà, donc le transfert d'expertise, pour l'instant, il passe par nous, les formateurs nationaux, mais on ne va pas garder notre expertise pour nous à tout jamais. Le but, c'est de la transférer. Donc, on va la transférer aux formateurs régionaux qui eux-mêmes la transféreront à des formateurs, enfin à des professionnels, pardon, des territoires, aux acteurs qui interviennent auprès des publics. Donc, vous voyez, bon, le chemin, voilà. Enfin, et en même temps, on continue à former. On continue à former et à accompagner les professionnels sur la question des compétences psychosociales. Mais voilà, il y a la question de l'actualisation des connaissances. Il y aura et tous les l'importance, professionnels formateurs actuellement ne sont pas formés et n'ont pas actualisé leurs connaissances. Donc, c'est l'enjeu. Et il y a aussi l'intersectorialité à respecter lors de ces formations, des formations qui seront assez longues, donc il faut s'engager hein, vraiment. Et puis après, pour savoir à qui il faut s'adresser, alors je vais vous dire, adressez-vous à partir de maintenant à Promotion Santé Occitanie. Puisque c'est mon dernier jour de travail. Donc, cette dynamique, elle est lancée, elle va continuer, bien sûr, mais pour les formations, c'est Promotion Santé Occitanie, donc Cécile Benoît, entre autres, qui est ici. Et puis après, pour l'ARS, l'adresse générique, mais en tout cas, ne cherchez pas à me contacter. Désolée, mais il est temps pour moi d'aller travailler mes CPS ailleurs. Merci. Alors là, il est 12h38. Madame, vous aviez une question là-haut. Alors, question courte, réponse courte. Voilà, on va être attendu de l'autre côté. Bonjour, je suis coordinateur en CPTS et en maison de santé Puripro. Ma question, elle était simplement au niveau de la mise en place des quotaires. Est-ce qu'il y a des échéances dans l'année 2026
sur les départements du déploiement de ces cotères ou aujourd'hui on n'a pas de date sur ce déploiement-là? Alors non, on n'a pas de date, hein. L'idée, c'est la feuille de route signée, la feuille de route régionale signée, et après la mise en place des cotères en fonction aussi des capacités RH des uns et des autres. Donc non, il n'y a pas, c'est 2026, mais il n'y a pas, je ne vais pas vous dire en janvier, ce sera dans le 31, ça non, on n'a pas. Bon, allez. Pardon? Euh, Il je- faut je aller vais- voir les DDARS au niveau des départements. Voilà. Je vais faire très vite. Je suis Sosie Gandour, déléguée régionale de la FEV, et je voulais juste témoigner aussi, avec mes collègues, on dit beaucoup de choses, mais c'était plutôt sur le niveau du public. Nous, on travaille, on est pas mal spécialisé avec les étudiants, et voilà, dire aussi qu'il y a pas mal de démarches qui sont faites sur la reconnaissance d'engagement des étudiants en Occitanie avec les universités. Comme c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, voilà, dire que c'est des démarches qui sont déjà entamées et j'espère que ce public-là aussi, qui est très sollicité, sera, on va dire, on va en parler aussi dans les cotères. Voilà. En tout cas, au niveau régional, ils étaient là, les universités étaient là, hein. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille sur la prévention avec les universités, et donc même la formation des étudiants en relais santé au CPS. Donc, on a déjà engagé du travail et elles étaient là représentées au COPIL régional. Et puis, on peut accompagner aussi des associations voilà, qui emploient des services civiques. Donc, on accompagne aussi beaucoup à la montée en compétences des services civiques, hein, sur leurs propres compétences psychosociales, puisqu'on leur confie d'aller auprès du public. C'est important aussi de pouvoir les accompagner. Et ça sera l'objet d'un des ateliers aussi. Merci beaucoup, merci mesdames pour votre intervention.